فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin pour le podcast qui va parler de mon cheminement vers le voile. Je sais pas vraiment comment mener le podcast, enfin comment l'organiser. Du coup, si jamais vous entendez des coupures, j'espère que ça sera pas trop moche à l'écoute, vous m'en direz des nouvelles dans vos retours. Je pense que le plus judicieux, c'est d'abord de commencer à parler du rapport que j'avais avec la pudeur. Et pour ça, on va remonter dans mon enfance. Depuis tout petite, j'ai toujours été libre de mes choix, qu'importe les conséquences. Donc, en gros, je m'habillais comme je le souhaitais, je mettais des jupes, je mettais des robes, des shorts. Malgré tout, j'avais une limite à ne pas dépasser. En fait, cette limite, elle était purement personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun code culturel, religieux, ni d'influence parentale. Et donc ces limites-là, c'était par exemple le fait de ne pas mettre de grands décolletés, le fait que la robe, elle ne dépasse pas, elle ne remonte pas au-dessus des genoux, pardon, le fait que je ne mette pas des tops qui remontent trop au-dessus du nombril, pas de grands jeans troués, enfin voilà, j'avais des limites qui étaient très personnelles. Il y en a, ils vont être en mode oh là là, mais c'est quoi ces limites, enfin voilà, on s'en fout. D'autres qui vont être en mode ah mais c'est tout, c'est pas assez, enfin bref. Ce dont je viens de vous parler, là, c'était principalement quand j'étais en maternelle primaire. Donc, quand on est à cette période-là de notre vie, en tant que fille, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir. Maintenant, quand on arrive au collège, la majorité des filles grandissent, leur corps, il évolue. Et c'est vrai que mon père, faut pas oublier qu'il est d'origine camerounaise. Qui dit d'origine camerounaise dit forcément des codes culturels. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais par exemple, au bled, le fait de se faire une couleur, de teindre les cheveux en rouge ou en vert, les filles là-bas elles sont considérées comme des filles faciles. En tout cas, chez certains parents, c'est considéré comme des filles faciles. C'est ridicule, je vous l'accorde. Bref, donc du coup mon père, il a commencé à me dire que ça lui plaisait pas quand je sortais avec lui avec des shorts, que j'allais à l'école avec des shorts, que c'était pas une tenue appropriée, etc. Bon voilà, concrètement, têtu comme je suis, je ne l'écoutais pas et je m'habillais quand même comme je voulais parce qu'en soi il ne me l'interdisait pas. C'était juste des remarques qu'il me faisait, ça arrivait 3-4 fois. Mais voilà, sans plus. La raison pour laquelle je mettais des shorts quand j'étais au collège, elle était ridicule. Elle était purement narcissique. En fait, c'était juste parce que je voulais montrer à quel point le short m'allait bien. Alors, je précise, avant que les gens se fassent des idées, il n'y avait aucune intention séductrice, aucune idée perverse, parce que j'étais au collège, et au collège, sincèrement, j'étais la plus innocente au possible. Mais c'est juste que voilà, j'avais envie de montrer que telle tenue m'allait bien, donc du coup, quand c'était l'été, j'étais clairement en roue libre. Sauf qu'est arrivé l'été 2018, donc c'était l'été de ma seconde. En fait, j'allais en centre-ville avec une amie à moi et j'avais mis un short. Et à ce moment-là, sur le chemin, je me suis fait klaxonner. On s'est fait klaxonner. Et ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, oh là, il y a des hommes. C'était la première fois que je me faisais klaxonner en fait. Là, il y a des hommes qui viennent de regarder mes jambes qui ne sont pas couvertes, et en plus de ça, ça veut dire qu'il a eu des idées perverses. Et là, mais à partir de ce moment précis, plus jamais j'ai mis un seul short et une seule jupe dans Nantes. Mais vraiment plus jamais. Les seules fois où je mettais des shorts, c'était quand on était en vacances, donc avec le contexte de l'été, mais en vacances dans le sud, vous voyez, la plage, tout ça. Et encore, sincèrement, ça a duré que jusqu'en 2019. Après, plus jamais j'en ai mis. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier déclic. Ensuite, quand je suis arrivée en terminale, donc l'année 2019-2020, je me rappelle que je disais à mon ami que je voulais mettre des pantalons un peu plus larges, des hauts un petit peu plus longs. Enfin, vraiment l'idée de me couvrir, elle commençait à me traverser l'esprit, mais en pratique, je le faisais pas. C'est-à-dire que quand j'étais amenée à faire des anniversaires, des soirées, tout ce que vous voulez, oui, je mettais des tenues marquantes. Je mettais des robes moulantes, enfin, subhanallah, je me rappelle, là j'ai très très honte, attendez. Je me souviens, le dernier nouvel an que j'ai fait, c'était il y a 2 ans. Et il faut savoir que quand j'étais au lycée, j'avais beaucoup de potes garçons. C'était vraiment une bonne relation amicale, et donc j'étais très à l'aise avec eux. Et à ce nouvel an, j'avais mis une robe, elle était bleue. Ah, j'ai très honte. Elle était bleue, et elle était longue d'un côté,
mais c'était une grande fente de l'autre côté, donc ça remontait, ça s'arrêtait là où il fallait que ça s'arrête, quoi, concrètement. Donc j'étais, on va dire, à demi dénudée des jambes. Et subhanallah, quand j'y repense, je me dis, mais là, si je devais faire ça maintenant, mais ce serait inenvisageable. Donc tout ça pour vous illustrer que à cette période-là, je voulais me couvrir, j'avais envie d'être un peu plus pudique sur mes tenues, etc. Mais d'un autre côté, voilà, j'étais prise dans les contextes. Le nouvel an, tout le monde est un petit peu olé olé, c'est la fête, on s'habille comme on veut, c'est pas grave. Concrètement, j'ai vraiment commencé à vouloir me couvrir, sans parler de voile, parce que là, c'est vraiment dénué de tout port du voile, il y a 1 an et demi. En fait, sortir sans être couverte d'une longue chemise, d'un long manteau, etc., ça commençait à devenir inenvisageable. À tel point que si par malheur ça m'arrivait de sortir sans être couverte, vraiment j'étais pas bien. Vraiment j'étais pas bien, j'avais l'impression que j'étais observée par des gens. Enfin, j'avais trop du mal, c'était très compliqué. À côté de ça, aller à la plage, même si je me mettais en maillot de bain comme tout le monde, etc., ça commençait vraiment à me gêner. Parce qu'en fait, je réalisais de mon point de vue, vraiment c'était une prise de conscience, c'est personnel de toute façon, j'ai réalisé que être à la plage en maillot de bain, c'est la même chose que être en sous-vêtements. En fait, t'es à demi nu concrètement, enfin même t'es à 3/4 nu, qu'on se le dise. Et pour moi, ça commençait à devenir, c'était très gênant. Je le faisais parce que voilà, c'est la plage, tout le monde est en maillot de bain, tout le monde va se baigner, personne se calcule. Enfin, du moins, c'est ce que t'essaies de te dire dans ta tête. Mais le concept en soi me dérangeait sincèrement. Donc ce que je viens de vous raconter, c'était la partie pudeur, comment j'ai cheminé par rapport à la pudeur, quelle éducation j'ai reçue, comment j'ai grandi, etc. Là, on va vraiment passer à mon rapport avec le voile. Parce qu'il faut savoir que le voile, à la base des bases, c'était pas quelque chose que je comptais mettre là, comme ça, en début d'année, normal. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Dans un premier temps, depuis que je suis au collège, j'ai toujours su que si une musulmane mettait le voile, c'était pour une bonne raison. Et que dans ce cas, c'était une obligation. Je l'ai pas su parce que quelqu'un me l'a dit, me l'a appris ou quoi que ce soit, pas du tout, c'était une simple logique que j'avais dans ma tête. Du coup, quand je me suis convertie, je savais qu'un jour, je mettrais le voile, mais dans très très longtemps. Limite, pour moi, c'était à mes 40 ans, quoi, fin de carrière, voilà. Cependant, l'image que j'avais du voile, elle était extrêmement négative, tout simplement parce que je n'aimais pas, et j'aime toujours pas d'ailleurs, la façon dont certaines personnes musulmanes parlent du voile, en fait. Que ce soit des gens lambda, des imams ou autres, il y a des manières que je supporte pas. Et du coup, tout ce que je voyais et entendais, c'était souvent des paroles très déplacées. Le pire, c'était sur TikTok. Là, je parle surtout des gens lambda, parce que TikTok, on va pas se mentir, c'est un réseau de drama queen. Exemple tout simple. Oh, Ourti, cache ton cou, tu vas aller en enfer. Oh là là, mais c'est quoi ça? On voit ses cheveux. Oh là là, mais quel bip. Bref, je grossis les traits, mais vous-même, vous savez, TikTok, c'est vraiment un réseau de drama queen. Instagram, c'est pareil. Donc en fait, moi, plus je voyais des remarques comme ça envers les filles voilées, et même des remarques envers les sœurs qui ne sont pas voilées, mais des choses très rabaissantes, très méchantes, et plus ça me braquait et ça me répulsait. J'avais une image du voile qui était complètement biaisée, déformée, tout ce que vous voulez, et j'avais absolument pas envie de le mettre. Et étant donné que je suis une personne extrêmement têtue, extrêmement bornée, en fait, plus on me dit quelque chose, et moins je vais le faire. Et plus on me dit d'une façon déplacée, enfin, sincèrement, là, il faut toujours rêver pour que je fasse la chose. Donc voilà, j'étais arrivée à un stade où le voile pour moi, certes c'est une obligation, certes c'est un bien, etc. Mais voilà, c'était pas pour maintenant, c'était hors de question que je le mette. Vu comment les gens ils en parlent, vu comment les gens ils sont rabaissants, ils sont pas encourageants, c'est mort, je le mettrai pas. Et sincèrement, si je l'avais mis à cette époque-là, j'aurais plus mis par pression par rapport aux gens plutôt que pour Dieu en fait. Ça n'aurait eu absolument aucun sens. Et subhanallah, la même année, je suis partie au Maroc avec ma mère pendant 1 semaine. On est parti à Agadir. Et là-bas, en fait, on a rencontré plein de gens. On a beaucoup discuté, notamment du voile. Enfin, voilà, c'était vraiment trop bien. Et je ne saurais pas comment vous expliquer, mais à partir du moment où je suis allée au Maroc, j'ai eu envie de mettre le voile. Cette idée m'a traversé la tête. Elle n'a jamais quitté ma tête. C'est-à-dire que quand je suis rentrée en France, je voulais toujours mettre le voile. Vraiment. En fait, quand j'étais là-bas, j'ai énormément observé les femmes qui étaient voilées. Et du fait que je les observais, ça a complètement changé l'image du voile, en fait. Elle est passée de négative à positive. Ça a complètement décomplexé l'approche que j'avais du voile par rapport à ce que je voyais en France, parce que vraiment, pour moi, c'était pas la même chose. C'était différent. Et c'est ce qui a fait que quand je suis rentrée, pour moi, c'était
officiel. Je voulais me voiler. Et étant donné que ça faisait un long moment, que je voulais me couvrir, que j'avais acheté plein de voiles pour les porter en turban, etc. Et que j'avais vraiment cette envie d'être en accord avec, de me rapprocher de Dieu surtout, et d'être en accord avec ma pudeur, et bah au final il m'a simplement fallu un voyage au Maroc pour que je rentre chez moi et que je me dise c'est bon, Raph, tu te voiles. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie sur le podcast du cheminement vers le voile. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours soit dans les commentaires, soit dans les notes, ou bien même dans mes DM. Du coup, la deuxième partie du podcast, elle portera vraiment sur toutes les limites que j'ai rencontrées après avoir eu mon premier déclic. Pour mettre le voile, les obstacles, etc. Donc Inch'Allah, soit vous l'aurez la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Ça va dépendre de ma motivation et de mon organisation. Salam alaikum wa rahmatullah. فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي